Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les options. Toujours pareil, le même trader de hedge fund, hein, votre trader de hedge fund favori, vu que vous appréciez énormément ces vidéos, hein, de ce que je vois, qui va continuer, enfin qui avance dans sa formation sur les options. Donc voilà, une fois que vous avez vu la première vidéo, bah, celle-là vous pouvez déjà commencer à la digérer. Donc n'hésitez pas à voir et à revoir. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, j'y répondrai. Euh, voilà, donc je veux dire, bonne formation, je vous en dis pas plus et je vous dis pour ma part à très bientôt. Allez, ciao ciao. Aujourd'hui, on va voir le call. La définition, une option d'achat, call option, est un produit financier donnant le droit, toujours les définitions en tête, mais non l'obligation d'acheter un actif à une date donnée à un prix fixé à l'avance. OK? Je vais la répéter. C'est une option, c'est un produit financier qui donne le droit, mais non l'obligation, d'acheter un actif à une date donnée, à échéance, à un prix fixé à l'avance. OK? Exemple. Je veux t'acheter ta voiture. J'aime bien la voiture. Vous avez vu, je reviens sur mon exemple de la voiture. Je veux t'acheter ta voiture. Aujourd'hui, elle vaut 10 000. Moi, je me dis, c'est une voiture qui peut prendre de la valeur. Donc, ce que je fais, c'est que j'établis un contrat avec toi, te disant que quand bien même ta voiture prenne de la valeur, moi, je veux que tu me vendes cette voiture dans un délai déterminé au prix de 11 000 balles, même si elle a 20 000. OK? Si tu es d'accord avec moi, on signe un contrat, je te paye la prime et j'attends. Si la voiture monte à 20 000 dollars ou euros, peu importe, tu dois me vendre la voiture au prix de 11 000. OK? Si la voiture est en dessous, j'ai la liberté d'exercer mon contrat ou pas. Enfin, j'ai pas, pardon, je disais conneries. J'ai la liberté de ne pas exercer mon contrat et donc je perds ma prime. Mmh. C'est bon? Oui, oui. Voilà, c'est ça le call, tout simplement. Donc avec un call, c'est un peu comme si vous aviez une option d'achat sur un billet de train ou sur une bagnole, seulement s'il s'agit de titres financiers. Bon, là, ici il s'agit de titres financiers, pardon. Excusez-moi, je m'embrouille quand je parle, je suis un peu à l'ouest ce matin. Bref, donc en gros, je parie que le bien, la voiture ou autre prennent de la valeur, mais je ne veux pas le payer au prix le plus élevé. Je veux m'assurer d'un bon prix d'achat. D'accord? Typiquement, Eurodoll, tu te dis qu'Eurodoll va à 1,12. Tu achètes un call avec un strike soit au prix du marché ou à 1,10, que tu ne vas pas payer cher. Et si l'eurodoll monte à 1,12, bah, toi, tu pourras exercer, te faire livrer une position sur eurodoll à 1,10. Et tu gagnes les 200 points. Ou, autre faculté, l'option en elle-même aura pris de la valeur. Dans ce cas-là, tu revends l'option. C'est bon? Mmh. OK, on va avancer hein, gentiment. Vous pouvez avoir des call options sur les indices boursiers, matières premières ou encore des devises. OK? Sur tous les produits. C'est comme le put, hein, c'est le même principe. Hein, sur tous les produits listés, vous avez des options qui existent en face. Okay, un call permet ainsi de parier sur la hausse d'un titre financier. C'est l'inverse de l'option de vente, du put. D'accord? Ce qu'on a vu la semaine dernière. Ça va partager. Hop. Non, ça n'a pas partagé. Donc il faut que j'avance. Excusez-moi, c'est mon diaporama qui déconne. Alors, une option d'achat peut être vue comme un contrat passé entre l'acheteur du call et son vendeur. Toujours pareil, on est toujours dans une relation entre acheteur et vendeur. D'accord? L'acheteur acquiert le droit, d'accord? Vous payez la prime. Vous faites l'acquisition du droit. Quant au vendeur, il a, lui, l'obligation. D'accord? Lui, c'est une obligation pour lui, celui qui vous a vendu le call, de vous vendre la voiture au prix de 11 000, même si elle a 20 000. OK? À partir du moment où il est engagé. Si l'acheteur décide d'exercer l'option, c'est-à-dire vous achetez l'option pour acheter la voiture à 11 000, si vous décidez d'exercer votre droit, il n'a pas le choix en face. OK? Il est obligé de vous la vendre à 11 000, même si la voiture est à 20 000. Le sous-jacent, donc là, dans notre exemple, le sous-jacent, c'est la voiture, mais le sous-jacent, ça peut être n'importe quel produit listé.
D'accord? Le strike, c'est le prix à partir duquel vous exercez votre option. Là, en l'occurrence, dans le cadre de la voiture, j'ai dit 11 000. Donc, le strike, c'est 11 000. D'accord? La date d'exercice, c'est la durée du contrat, de la même manière qu'on l'a vu avec les puts la semaine dernière. Si je dis à Lionel, ta voiture, je te la paye 11 000, on signe un contrat pour un an. Si la voiture elle prend de la valeur, tu me la vends 11 000 dans la durée de ce contrat. D'accord? Donc, toujours pareil. Le prix d'achat du call, il est aussi appelé la prime. Hein, d'accord? C'est comme sur les puts, c'est le même nom. À la date d'exercice, si le marché de l'action, d'une action, ça peut être de notre produit, de la voiture, est supérieur au prix d'exercice, là, vous avez tout intérêt à exercer votre option. Je vais vous montrer, en fait, vous allez voir après avec les exemples, en quoi c'est vachement intéressant les options. Vous allez comprendre les calls, notamment quand vous voulez acheter quelque chose. Et donc, bien sûr, forcément, vous déduisez, bon là, c'est le calcul, vous déduisez forcément dans le prix d'acquisition votre prime. C'est-à-dire que votre strike, par exemple, à 11 000 sur la voiture, vous ajoutez le coût de la prime que vous avez payé. D'accord? Et donc, ça vous fait votre break-even, votre seuil de rentabilité. C'est-à-dire que vous gagnez au-dessus, concrètement. Si vous avez payé 1 000 $ pour la prime sur la voiture de Lionel, ça veut dire que votre seuil de rentabilité ne sera pas à 11 000 au prix strike, mais il sera à 12 000, parce qu'il faut rajouter la prime. D'accord? C'est assez simple, ça. Hein. Donc là, sur le schéma, on fait assez simple. Vous voyez ma souris ou pas? Ouais. OK, donc ici, en cas de baisse, vous avez payé la prime, donc tout ce que vous perdez, c'est la prime. D'accord? Dès que vous dépassez ici, là, le strike, sur les 11 000 sur la bagnole, et ici, plus le coût de la prime, c'est un plus, en fait. Il y a un moins, mais c'est un plus. À partir du dessus, au-dessus des 11 000, vous faites que gagner. D'accord? C'est une limitée. Vous qui êtes acquéreur du call, vous êtes gagnant tout le temps. OK? C'est-à-dire que si la voiture de Lionel, elle passe les 12 000 et qu'elle monte à 30 000, bah, vous gagnez. 40 000, vous gagnez. 50 000, vous gagnez. Peu importe. D'accord? Et le vendeur, celui qui vous a vendu le call, il est obligé de vous vendre la bagnole à 11 000 au prix strike. Vous avez vu? C'est intéressant. Hein? Gardez toujours en tête. Notez toutefois qu'il n'est pas nécessaire de conserver l'option jusqu'à sa date d'exercice pour réaliser un gain. Ça, on en a parlé la dernière fois. L'option en elle-même, elle prend de la valeur. D'accord? Si le marché, très rapidement, vous l'achetez maintenant, dans 1 heure, le marché s'envole, le prix de la voiture de Lionel s'envole, l'option, elle va prendre de la valeur. Donc, vous pouvez la revendre. Il n'y a pas besoin de la garder. OK? Et surtout, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, on va aller voir les paramètres des options. La volatilité, la valeur temps, etc., ce sont des éléments qui permettent à l'option soit de prendre de la valeur, soit de perdre de la valeur. Donc, si la voiture à Lionel elle part très vite en l'air, le prix part très vite en l'air, l'option va vraiment prendre beaucoup de valeur très vite. Donc, plutôt que de l'exercer, il est peut-être intéressant justement de revendre le call puisqu'il aura pris beaucoup de valeur. Vous allez le voir, on va avancer après. Lorsque le prix de marché du sous-jacent est supérieur au prix d'exercice, donc je répète, on dit que l'option est dans la monnaie. Rappelez-vous de ces théories-là, in the money, out of the money et at the money. Okay? Donc là, sur le call, il faut que le marché sur le sous-jacent soit au-dessus du strike. Contrairement au put, il fallait qu'il soit en dessous, d'accord? Pour être in the money, donc dans la monnaie. Si le prix du sous-jacent est en dessous du strike sur le call, vous êtes out of the money. C'est bon pour ça? En dehors de la monnaie. Ouais. Si c'est égal, donc c'est par exemple le prix est à 11 000 de la voiture à Lionel et mon strike de l'option il est à 11 000, ça veut dire que je suis at the money, à la monnaie. OK? Donc ça c'est important. Pourquoi? Comme on l'a vu sur les puts, si vous êtes hors de la monnaie, c'est-à-dire que là pour le call, vous êtes vraiment en dessous du prix du marché. D'accord? Par exemple, la voiture à Lionel, aujourd'hui, elle vaut 5 000. D'accord? Et moi, j'achète quand même un strike 11 000. Sur un call strike 11 000. Mais ça veut dire que mon option que je vais payer à Lionel ne va pas être chère parce que je suis loin. D'accord? Donc, des fois, c'est intéressant de faire ces paris-là. Je me dis, je vais payer une prime pas chère et si j'ai raison et que la voiture à Lionel monte à 11 000, se rapproche déjà du strike, là, je vais prendre beaucoup d'argent sur la valeur de l'option déjà. D'accord? Je ne vais pas l'exercer puisque je suis qu'au strike, mais l'option, elle aura pris beaucoup de valeur. Donc, je pourrais la revendre. Imaginez, Lionel a une Porsche,
d'accord, une Boxster, on va être gentil. Il a une Porsche Boxster, d'accord, elle a perdu beaucoup de valeur puisqu'à la cote, les amateurs disent que c'est pas une vraie Porsche, d'accord. Pour ceux qui connaissent Porsche, vous connaissez l'histoire. Donc, la Boxster aujourd'hui à Lionel vaut 5 000, valeur actuelle du marché. Moi, je me dis qu'elle va quand même reprendre de la valeur parce qu'il y a les gens des années 90 qui aiment bien frimer avec ce genre de bagnole. Donc, je dis à Lionel, OK, on fait un contrat, admettons, pendant 2 ans, d'accord, un contrat call qui te forcera à me vendre ta Boxster à 11 000 euros, d'accord, quand bien même le prix est monté au-dessus. Lionel me dit, OK, ça me va. Lui, il fait le pari du contraire. S'il signe ça, donc ça veut dire qu'il fait le pari du contraire. Et comme la voiture est actuellement à 5 000, le strike de mon option, de mon contrat d'option, est à 11 000, le prix d'exercice. Lionel me dit, OK, bon, vu qu'on est quand même loin du prix que tu escomptes, la prime que tu vas payer, sera faible. Ouais. elle sera faible. D'accord? Donc là, moi, c'est bon. Je fais le deal, on fait le deal. Si entre maintenant et l'échéance de mon option, d'accord, l'option est montée à 11 000. La voiture est montée à 11 000. Le prix de la voiture est monté à 11 000. D'accord? C'est-à-dire à mon prix strike. OK? Je ne vais pas exercer mon droit sur la voiture. Mais la valeur de mon contrat aura mécaniquement pris de la valeur puisqu'on se sera rapproché du strike. C'est-à-dire que mon option pas chère, elle vaudra cher puisqu'on sera arrivé à add the money. Donc moi, j'ai la faculté de revendre cette option à Davy, par exemple, ou à Fabienne. D'accord? Fabienne ou Davy, par exemple, qui me rachèterait ce call, se dit, OK, le strike est à 11 000, on est add the money. Moi, je pense que la voiture, elle va continuer à monter, fait que le prix de la voiture va continuer à monter. Donc, je prends le risque d'acheter l'option at the money. D'accord? Par exemple, admettons, Lionel, toi et moi, on avait dealé pour 1000 balles. Admettons, Fabienne, on est at the money. Fabienne me dit, OK, moi, je te rachète ton option 4000 balles. D'accord? Et j'attends jusqu'à l'échéance. Ça, c'est le principe sur toutes les options. D'accord? Qu'elles soient un put ou un call. Dès lors que tu vas te rapprocher du strike, tu vois, tu prends une option out of the money, tu es loin du strike, tu la payes pas cher. Dès lors que tu te rapproches du strike, elle va gagner en valeur l'option. Donc l'Euro 4, c'était l'idéal, quoi. Oui. J'ai pas entendu, pardon? Pour Ouais, l'Euro ça, 4, c'est c'était l'idéal. carrière. Ouais, par exemple. Mm. Après, sur les options sur devise, faites attention parce que c'est un peu plus compliqué que ça, en fait, hein. Elle prendrait de la valeur. Par exemple, si tu avais acheté à 1,4630, parce qu'on s'est mis acheteur, enfin, on était acheteur, on a placé l'ordre buy stop, quand le marché était descendu à 46,30 sur Eurocad. Bah, typiquement, on aurait très bien pu le faire, au lieu d'acheter, mettre un buy stop à 1,4680 comme on a fait. C'était ça, hein, 46,80, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. On aurait pu très bien prendre un call, strike 46,80, tu vois, alors que le marché était à 46,30 et on ne l'aurait pas payé cher. D'accord? D'autant plus qu'il était en phase baissière, le marché, à ce moment-là. D'accord? Donc, du coup, ça a influé sur le prix des calls à la baisse. Donc, du coup, on n'aurait pas payé le call très cher. Et ce qui s'est passé depuis le début de la semaine, c'est que le marché est monté. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait pu exercer notre call, acheter pas cher. Au cours d'aujourd'hui, on est 1,48, d'accord? On est 200 points plus haut. Enfin, ouais, pas 200, j'exagère. Enfin, 200 points plus que le niveau où on avait acheté le truc. Mais on aurait soit exercé et se faire livrer d'une position sur Eurocad, ou alors on aurait directement vendu le call, parce que le call, il aurait pris beaucoup de valeur. D'accord? Voilà, n'hésitez pas, c'est les principes. Ça, c'est intéressant, surtout quand vous allez faire votre sélection de stratégie et que vous allez chercher les options, le risque que vous êtes prêt à prendre et vous allez évaluer le coût de la prime que vous prenez. D'accord? C'est là que c'est intéressant. Alors, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle les varants. Les varants, en fait, c'est des produits qui sont émis par les banques. C'est typiquement français, les varants, hein. Et ça fonctionne comme des options. C'est le même principe. Et ça coûte quand même moins cher que les options. Tu vois, c'est ce que je cherchais pour toi, Lionel, la dernière fois, quand tu voulais aller sur le gaz. Ouais. Voilà, les varants, c'est un équivalent. Je voulais mentionner, comme ça vous le saurez, si auprès de vos banques, vous avez besoin d'utiliser les options. Si vous demandez à votre banque les options, elle va vous dire non. En revanche, si vous lui demandez des varants, elle va vous dire oui. Parce qu'elles en ont quasiment toutes. Okay, mais c'est pareil, c'est le même principe. On parle de varant put et de varant call. D'accord? C'est bon? Ouais. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, quand vous allez prendre les options, une option sur le marché action, c'est 100 actions derrière. Oups, je fais un peu vite. Hop. Donc, l'avantage et l'inconvénient des calls. L'avantage, ça permet d'acheter une action avec
effet de levier, une action ou un autre produit. Il n'y a pas de marge, d'appel de marge. Rappelez-vous, sur les puts, on est long put, on ne paye pas de prime. Et bien sur les calls, on ne dépose pas de la marge. Sur les calls, c'est pareil. Vous êtes acheteur du call, vous payez que la prime du call. D'accord? Il n'y a pas de marge. C'est pas comme avec la position FX. Typiquement, tu parlais de la position Eurocad. Eurocad, quand tu prends position, ça prend de la marge, ça mobilise de la marge sur ton compte qui doit être détenu. En revanche, si tu avais acheté un call, tu aurais juste payé la prime. Pas de marge détenue. Ouais, ok. La perte maximale, bien sûr, elle est connue à l'avance. C'est le prix de la prime que vous avez payé. Si la voiture de Lionel, la Porsche Boxster, ne monte pas au-dessus du strike ou ne prend pas du tout de valeur, par exemple, si elle n'est pas montée au-dessus de 5000 balles, elle est restée à 5000, on perd la prime, c'est tout. D'accord? Les 1000 $ pour la Porsche, on les perd. L'inconvénient, peu de calls sont listés. Bon, ça, c'est, comme je vous l'ai dit, ça se règle. Ça, c'est en théorie. Pour les particuliers, c'est compliqué d'obtenir des calls, mais ça va de mieux en mieux, on va dire, au niveau de l'industrie des brokers. Les primes peuvent être élevées, d'accord? C'est vrai, les options sur certains produits, ça va vous coûter très cher. Le risque de perte est conséquent, il est en rapport avec la prime que vous avez payée. Et bien sûr, surtout le risque fondamental sur une option, comme pour le put, c'est la valeur temps. Gardez toujours en tête que plus vous allez vous rapprocher de la date d'échéance et si vous êtes loin de votre strike, votre option perd de la valeur. OK? Alors, les facteurs, toujours pareil, hein, on en avait parlé pour le put, c'est pareil, c'est les mêmes. Les facteurs qui font évoluer la valeur de l'option, donc le prix du sous-jacent, donc comme on le disait dans le cadre de la Porsche, si le prix se rapproche du strike, l'option prend de la valeur. Si le prix reste éloigné ou s'en éloigne, bah forcément, l'option perd de la valeur. La volatilité aussi, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le prix va bouger en faveur ou en défaveur, va avoir une incidence sur la valeur de l'option. D'accord ? Et la date d'exercice. Rappelez-vous toujours, sur les options, plus on se rapproche de la date d'échéance ou d'exercice, plus l'option perd de la valeur. OK? Ça, c'est le θ. Toujours important. Donc, l'achat de call permet de profiter d'une hausse du cours de l'action ou du sous-jacent si l'échéance entre maintenant et l'échéance de l'option, pardon. Donc ici, graphiquement, on l'a vu déjà le call. Hein. Donc ici, vous avez votre prime. Si le prix tombe, vous perdez la prime. On parle jusqu'à l'échéance. Hein. Si en dehors de l'échéance, là, vous perdez. Okay, là, le différentiel ici, c'est entre le prix strike et le break-even. D'accord, c'est la prime que vous avez payée. Donc, c'est le prix d'exercice plus la prime. Au-dessus, c'est votre rentabilité. OK? Ici, on appelle ça le point mort. Je vais assez vite dessus, mais on va y revenir en exemple, vous allez voir. Alors, on va faire un exemple sur l'action Argan. J'ai fait exprès de prendre les actions aujourd'hui sur les calls, parce que vous allez comprendre qu'avec les actions, en fait, un contrat d'option call ou un put vous permet d'avoir un droit sur 100 actions. D'accord? Ici, on va dire que le 1er mai, c'est bientôt. Le cours de l'action Argan. Argan, elle est cotée sur le CAC 40. Vous la trouverez, c'est une action cotée à 68 € aujourd'hui. Mais bref, imaginons que le 1er mai, le cours de l'action Argan est à 67 $ à la prime. D'accord? Pour un strike, 70 $. C'est bon pour tout le monde? Ouais. OK. Le coût de la prime est à 3,15 $. D'accord? C'est le call vous coûte en prime 3,15 $. D'accord? Avec votre strike, prix d'exercice, toujours pareil, 70 $. Donc là, rappelez-vous ce que je vous disais il y a 2 minutes, un contrat d'option sur action confère le droit d'acheter 100 actions. C'est le lot minimum. Vous prenez un call, c'est 100 actions. D'accord? Donc là, vous multipliez les 100 actions fois 3,15 $, ça vous fait 315 $ de prime pour faire l'acquisition de l'action Argan. Donc, si l'action passe au-dessus du strike plus le coût de la prime, c'est-à-dire 73,15 $, vous commencez à gagner. Vous avez compris le 73,15 $? Ouais. OK, donc c'est parfait. Donc, si ça passe au-dessus, vous commencez à gagner. C'est gagnant. Vous allez voir tout l'intérêt de l'option, notamment ici sur le marché action. Donc, admettons que l'action... on va avancer parce que ça, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes. Alors maintenant, 3 semaines plus tard, le cours de l'action atteint 78 $.
D'accord? Le contrat d'option s'est apprécié de concert avec la valeur de l'action, bien sûr. Donc, il est monté à 8,25 $. D'accord? Parce que c'est proche, la valeur de temps est proche, etc., etc. Donc, il est monté à 8,25 $. Donc, on fait les 8,25 $ fois 100, puisque c'est 100 actions en sous-jacent. On gagne 825 $. D'accord? Moins le coût de l'acquisition de l'action, donc 510 $. C'est bon pour vous? C'est des maths de base. Hein? OK. Donc là, vous avez la possibilité soit d'exercer votre droit, d'accord, sur les 100 actions, c'est-à-dire que vous exercez votre droit, des actions vous sont livrées à 70 $, sur lesquelles vous intégrez la prime et vous les conservez, d'accord, ou alors vous les encaissez aussi et vous gagnez le différentiel, ou soit, ici, comme j'ai marqué, fermez sa position, soit vous vendez l'option, le call, et vous encaissez les 510 $. C'est bon? Vous avez deux types d'options. Vous avez les options de type européenne et les options de type américaine. Les options de type européenne, elles ne sont exerçables qu'à l'échéance, d'accord? Les options de type américaine sont exerçables en tout temps. D'accord? Typiquement, là, on n'est pas à l'échéance, on est 3 semaines plus tard. D'accord? Si tu es sur une option de type américaine, tu peux exercer et tu te fais livrer les actions. Si tu es sur une option de type européenne, tu ne peux pas exercer. Par contre, tu peux revendre l'option. D'accord. Tu auras pris de la valeur. D'accord? Ok. Donc ça, vraiment, ces paramètres-là, ils sont fondamentaux, d'accord, entre type d'option américaine ou européenne. D'accord? Ça, c'est vraiment important, parce que du coup, d'entrée, vous savez si vous allez revendre l'option ou si vous allez exercer. Mais surtout important, c'est si vous voulez la conserver, l'action. Dans ton exemple de vie, qui est une très bonne question, c'est sur le dividende. Si tu as envie de faire l'acquisition d'une action à un prix intéressant pour aller toucher le dividende, eh bien, plutôt que d'aller acheter l'action au marché directement, tu peux justement aller acheter des options pour te faire livrer à un meilleur prix. D'accord? Tu n'es pas certain, tu approches de la date d'échéance, la date des résultats, par exemple, la date des résultats sur l'entreprise. Tu commences à avoir des bonnes news sur l'action. Tu te dis, ah, peut-être qu'elle va verser un dividende plus important. Et bien dans ce cas-là, tu vas prendre un call pour te faire livrer des actions. OK? D'accord. Voilà. À l'échéance, à l'inverse de la stratégie, à l'échéance, le cours est tombé à 62 $. Comme il est inférieur au prix strike, le prix de levée, c'est le strike, c'est pareil, c'est la même chose. Comme il est inférieur au prix strike et que le délai a expiré, le contrat d'option n'a plus aucune valeur. L'investisseur a perdu son placement initial, donc les 315 $ pour les primes payées, pour la prime payée sur le call sur 100 actions. C'est bon pour vous, ça? On va récapituler. Entre la souscription et l'échéance, la valeur du contrat a varié dans une fourchette de 0 à 815. Ici, là, dans l'exemple, dans les deux scénarios. Okay, l'investisseur aurait donc pu récupérer plus du double de son placement initial. C'est le principe du levier financier mis en pratique. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin. Vous allez comprendre un petit peu. Deux scénarios. Soit vous achetez les actions simplement. Regardez comment c'est intéressant. Si vous faites l'acquisition des actions Argan à 67 $ et que vous en achetez 100, ça va vous coûter 6 700 $, plus les commissions. On est d'accord? D'accord? Si l'action est montée à 78 $, vous gagnez 11 $ par action, donc 1100 $. Donc c'est bien. Et on déduit les commissions, bien sûr. Par contre, regardez le call. Vous faites l'acquisition du call ici. Le call, c'est un droit sur 100 actions. De la même manière. C'est-à-dire qu'au lieu de débourser 6 700 $, vous allez débourser 315 $. Vous avez vu le différentiel? C'est monstrueux. Hein? Oui, c'est monstrueux. Et pour faire un gain qui est quasiment équivalent, regardez. On gagne 510, enfin la moitié, c'est la moitié, mais regardez, on gagne 510, on a déboursé 315. Vous avez vu les maths là, l'effet de levier, comme il est intéressant? Parce que si tu achètes l'action, il va falloir mettre un stop quelque part. Et c'est là que c'est intéressant pour l'école. C'est pareil sur le put, hein, vous pouvez avoir la même logique sur les puts, mais on va dire que dans l'exemple de devis, justement, parce que devis a appuyé sur le point le plus pertinent, c'est le dividende. Si vous voulez faire l'acquisition d'actions pour notamment obtenir du dividende, c'est ça qu'il faut faire. Enfin, vous êtes libre d'acheter l'action directement, mais vous pouvez en faire l'acquisition par le biais d'options, et c'est ça qui est intéressant. La Porsche, toujours pareil, si elle a pris de la valeur, moi, avec mon call, je suis super gagnant. Et je n'ai pas pris un risque énorme initialement, parce qu'autrement, il aurait fallu que je dise, OK, bah, je te mets le prix de la voiture actuellement, 5000 balles, et j'attends, et si ça monte au-dessus, ben, tu me rends les 5000, etc. Et si ça part en dessous, ben, je perds les 5000. Ou alors, tu me rendras la moitié si je mets mon stop loss à 2500. Vous avez compris la logique?
Hmm. Vous avez vu qu'on est allé vite sur le call comparé au put, d'accord? Parce qu'en fait, c'est de la mécanique simple. C'est-à-dire que je considère qu'une chose va prendre de la valeur. Moi, aujourd'hui, je suis, on va dire, limité en budget. Plutôt que d'aller l'acheter physiquement maintenant, ben, je vais faire un pari dessus. Vous avez vu? Donc, au lieu de sortir 6700 balles sur mes 100 actions Argan, ben, je vais sortir 315 balles. Et si j'ai raison, c'est jackpot. Et si j'ai tort, je perds mes 315 balles. Regardez, justement, tu vois, c'est Fabienne qui nous posait la question la semaine dernière sur ce qui se passait en ce moment, la bulle des options 0 DTE. Eh bien, c'est typiquement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que vous avez des gens actuellement sur les marchés actions. Dès que le marché retrace, par exemple, comme il fait là depuis cette semaine, il retrace un petit peu, d'accord, on prend le S&P. Si la personne veut acheter le S&P en futur, ça va lui coûter cher et ça va lui mobiliser de l'argent, d'accord? Sachant qu'en plus, le futur sur le S&P, le mini, c'est 50 $ le point, d'accord? Et si on prend le contrat standard, c'est 250 $ le point. Donc la personne, elle se dit, bon, moi, je n'ai pas intérêt à aller sur le S&P, mobiliser de la marge, etc. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais aller acheter une option d'une journée, un call, en l'occurrence, et si j'ai raison, je gagne. Vous avez vu? Et là, vous avez vu l'effet de levier, hein. Il est 20 fois moins important, hein. Enfin, ça vous fait, à l'inverse aussi, un effet de levier x 20, quoi. C'est-à-dire que pour 20 fois moins d'argent, vous pouvez rentrer en position. Et là, la bulle qu'il y a en ce moment, c'est la bulle de call. Les investisseurs passent leur temps à acheter des calls sur n'importe quelle action, notamment sur le marché action, sur n'importe quelle action, à chaque fois qu'elle tombe, parce qu'ils se disent que ça va remonter. Donc, ils prennent des options avec une échéance temps d'une journée, d'accord, en se disant, bon, elle sera expirée ce soir, mon action, mais si le marché s'est rapproché de mon strike, je revends mon option et j'ai gagné de l'argent. Un exemple tout bête. Prenez certaines actions, type, je sais pas, Tesla. Du coup, ils revendent à qui, Jay, quand tu dis que tu revends? Sur le marché. Hein. Sur le marché, il y a un acheteur, il y a toujours un acheteur et un vendeur. Avant ce soir, là, si c'est bon, boum, j'exerce. Tu vois ce que je veux pas j'exerce, je vends. Tu vends à ton broker? Ouais. Enfin, c'est pas le broker lui-même, le broker il le fout dans le marché. C'est ça la contrepartie, c'est ça que je veux demander, c'est ça que je demande en fait. Mais la contrepartie, c'est le marché, hein. C'est pas votre broker, hein. À part si vous avez un market maker en face de vous, c'est lui qui prendra l'option en face. Mais vous avez vu la logique? Et en fait, ce qu'il y a là, vous avez quelques options qui valent, je sais pas moi, 10 centimes, parce qu'elles sont à échéance une journée. Dites-vous bien ça, hein. Échéance une journée, c'est-à-dire que la valeur temps, elle est déjà contre l'option. D'accord? Donc, elles valent quelques centimes, les options. Et donc, elle va avoir, admettons, vous prenez une action qui vaut 50 centimes là maintenant, et vous avez pour objectif de la quitter cet après-midi. D'accord? Le marché il est parti en votre faveur, votre option, elle peut être montée à 3 ou 4 $. Hein. Ah ouais, quand même, c'est un Ah ouais, non, mais c'est ça dont je vous parle. C'est la bulle qu'il y a en ce moment, c'est ça. En fait, vous avez un paquet d'investisseurs qui ne fait que ça. Dès que le marché tombe, une action tombe, celle qui les intéresse, ils vont acheter des options ce matin, d'accord, en pré-ouverture américaine, et ils vont attendre la séance. Et s'il y a un rebond sur la séance, ben là, typiquement, on est dans une journée comme ça aujourd'hui. Hein. Vous avez les marchés actions qui sont en rouge aujourd'hui, d'accord, enfin depuis hier. Il y en a qui ont dû acheter des options une journée ou 2 jours, d'accord, et ils attendent. Si le marché remonte, jackpot, pour avoir investi quelques centimes. Et c'est pour ça que vous voyez parfois passer des 400, des 500% comme ça sur une journée, quoi. Parce que les types, c'est ce qu'ils font. Trop bien. Comment? Trop bien, système. Ouais, c'est une technique spéculative qui est intéressante. Hein. Ça reste du risque, il ne faut pas le faire avec 100% de votre argent. Mais si, par exemple, vous dites, OK, moi j'ai 10 000 balles et je vais utiliser 1000 balles pour faire du 0 DTE, là, trading, là. 0 DTE, c'est la valeur temps. Hein. Pour faire du trading spéculatif sur les calls à court terme, ben, vous pouvez le faire. Hein. Avec 1000 $, franchement, sur le 0 DTE, en plus, regardez, le S&P, on prend l'indice S&P, plutôt que d'aller faire des calls sur l'indice S&P lui-même qui va vous coûter cher, vous avez le tracker S&P, le SPY, c'est un ETF en fait qui réplique le S&P, qui est l'ETF le plus liquide. D'accord? Ben, vous prenez des calls sur le SPY. Alors, je vais aller vous les chercher, les calls sur le SPY, je vais vous partager l'écran. SPY call. Regarde, le SPY, il est à 12. Hop.
le bid. Voilà, T'as appelé ça regardez. SPY. Hein. Ouais, c'est un ETF sur le S&P. Hein. Regarde. Vous voyez mon écran là, si je mets ça là? Non. Non, Ah, pas je encore. change. Ouais, parce que... Ah, voilà. Là, oui, Ah, on vous l'a. voyez? Ok. Ouais, ouais. Regardez, ici, vous avez le site, hein, Barcharta, je vous avais expliqué. Ouais, ouais. Oui. Regardez ici. Là, on a le SPY qui est à 411. 411, c'est l'équivalent de 4118. D'accord? Déplacez la virgule et c'est le S&P 4118. OK? D'accord. Mhm. Donc, imaginez, là, j'ai pris à échéance aujourd'hui. Hein, vous voyez l'expiration? 20 avril. Donc, si là, aujourd'hui, je prends, par exemple, celle-ci, option, elle a 1 centime. Et le pari que je fais, je me dis, OK, moi, mon S&P, je me dis qu'il va aller à 4130. C'est pas loin, vous avez vu où il est, le S&P. Hein. Si aujourd'hui, il se rapproche de 4130, j'ai payé mon option 1 centime, elle peut être à 2 $. J'exagère quand je dis 2 $. Elle ne va pas aller à 2 $. Je dis qu'elle va aller à... Si le S&P revient à 4130, on passe les 1 $. D'accord. Mais déjà, Ça fait 10 fois multiplicateur, plus. il est énorme. Quoi. Ça fait 100 Ouais, fois plus. c'est ça. Vous avez compris un peu la logique? Hmm. Mais vous avez compris la logique, c'est-à-dire que l'investisseur se dit, bon, mon risque, il est quoi? C'est ma prime. La chance que j'ai, c'est si le marché monte. Mon risque, c'est si le marché ne monte pas. Ce soir, mon option, elle vaut 0. Voilà. C'est OK? Oui. Regardez, là, un DTE, donc je mets au 21. Le 21, c'est demain. Hein. Hop, 74 centimes. On peut aller un peu plus loin, on va prendre la semaine prochaine. Mais tu as des DTE même le week-end? Ouais. Non, c'est pas demain le 21, c'est aujourd'hui, Adjé. C'est ce soir, ouais, donc pardon, ouais, je m'étais trompé, c'était hier. Le 24, c'est lundi, hein, c'est ça? D'accord, ouais. C'est lundi. Hop, ici, on prend le 4130, 1,35 €. D'accord? 1,35 $, pardon. Ici, vous achetez ça. Si lundi, le marché est allé à 4130 ou au-dessus, ne serait-ce qu'à 4130, déjà, vous avez gagné beaucoup d'argent. S'il va au-dessus, c'est top. Vous avez vu? Mais les 1,35, c'est pour un call. Mais Ouais. un call, c'est 100. C'est 100 fois 100. Fois 100 oui. Fois 100, hein, c'est ouais. 100 actions. Ouais. Dès lors, sur les actions, hein, dès lors que vous êtes sur le marché action, le sous-jacent, c'est fois 100. OK? D'accord. Quand vous êtes sur les céréales, comme on a fait la semaine dernière, c'est 50. multiplié par la valeur de points, c'est ça? 50, le gars, c'était 10 000. Exactement, c'est ça. Vous avez vu la logique? Regardez un truc tout bête. Hein. Là, comme ça vous donne une idée. Là, vous avez le call 4130, il a 1,35. Regardez le call in the money. Il est là. À 10. Oui, quand même, ça peut plus. Voilà, donc si vous venez in the money sur le 4130, je ne dis pas que vous allez être à 10, mais vous allez monter très haut hein, en valeur. Vous pouvez monter à plus si le marché se met à faire un gros short squeeze et qu'il va à 4200. Hein. Vous avez compris la logique? Mais là, scénario inverse. Vous vous dites, OK, moi, je pense que le S&P va tomber. Donc, ce que je fais, je me couvre pour pas cher d'ici à lundi et je vends mon S&P directement au spot. Et où est-ce qu'on voit parce que bon, ah oui, voilà, c'est le SP500, c'est parce que celui-là, je ne l'avais pas vu. Ouais. N'oubliez pas, ça, c'est le SPY, des fois j'en parle, c'est le tracker sur le S&P 500. C'est un tracker, enfin, le tracker le plus liquide. Qui dit tracker le plus liquide, ça veut dire qu'il a beaucoup de liquidité qui permet d'être déjà proche du prix et d'être exécuté de la meilleure des manières. Et souvent, les amateurs sont là-dessus plutôt que d'aller sur les futurs S&P ou les options futures S&P. Et en termes de variation, en général, c'est 100 pips par séance? Sur le S&P, ouais, c'est ça la moyenne. Hein. Ouais. 80-100, ouais, c'est ça. D'accord. Mais c'est que ça qui est intéressant, on peut faire le Nasdaq. Tu fais ce que tu veux. Non, mais là, je t'ai donné l'exemple du S&P. Tu peux le faire en put aussi. Ouais, pour le S&P, l'ETF, par exemple, c'est QQQ. Pour le Nasdaq, pardon. C'est ça le fameux QQQ que ouais, c'est le Nasdaq, ouais. Oui. C'est QQQ, c'est un ETF sur le Nasdaq qui est complètement corrélé au Nasdaq et qui est très liquide. Tu peux aller dessus. Quoi. Pour le Dow Jones, c'est DIA, le DIA ETF, qui est le plus proche, etc. etc. N'oubliez pas, hein, tout ça, c'est des véhicules financiers qui répliquent les contrats standards et ça vous permet d'y accéder parce que ça coûte moins cher quoi, en termes de marge, etc. etc. Vous avez vu, c'était rapide l'école, mais je savais que ça allait vous plaire. Et ça existe pour le DAX, pour le CAC, pour tout, quoi. Ouais. Niki, Ouais.
Alors, comprenez une chose, c'est que sur les puts, vous pouvez faire la même logique. D'accord? Ouais. Et comme Ah la ouais. logique en ce moment sur le marché action est plutôt à l'achat de call plutôt que de put, vaut mieux que vous mettiez sur des calls. D'accord? Il faut faire comme le marché, trend is your friend, c'est pareil que vous soyez en option ou au spot ou n'importe quel produit, suivez la tendance. Et vous avez vu ici, 3 jours d'expiration. Hein. Voilà, c'est assez clair sur VarChart, hein, vous avez tout. Donc les 0 DTE, c'est quand tu as l'expiration aujourd'hui. Donc, il y a une frénésie, une vraie frénésie sur le marché actuellement. Donc je vais revenir quand même sur le 21 parce que je m'étais trompé tout à l'heure. Ouais, c'est la monthly en fait qui expire aujourd'hui. Hop, donc 4130, elle est à 70. La vraie valeur, elle est là, parce que l'autre, c'était hier. Donc, pas 1 centime, 74 centimes. Donc, vous achetez ça aujourd'hui. Si le S&P remonte, c'est pas loin, hein, 4130 en réalité. Hein. Vous avez vu où il est là, le S&P. Hein. Donc, il y a 12 points à faire. Hein. Pour le S&P, c'est rien. Vous rapprochez là, vous faites pactole. Là, ta prime donc, serait de 74 €. Non, 60. 7,40 €, c'est ça? Non, faut ça, c'était juste. Hein. 74 euros. 74 €, d'accord. Ouais. Est-ce que ça existe, les options style buy limit, par exemple? Des calls style buy limit? En fait, les options, ça fonctionne comme comment dire, comme toutes les classes d'actifs, comme le spot, en fait, quand vous avez votre volet d'options, vous avez un volet roulant, et sur le volet roulant, vous choisissez votre strike et vous mettez, en fait, quand vous cliquez, moi, je trade sur les TT plateformes et CQG, en fait, tu cliques dessus et en fait, ça va te mettre en ordre d'achat limite là où tu l'as demandé, quoi, bien sûr. D'accord. Soit ordre limite, soit stop, etc. Ça fonctionne de la même manière, les options. Hein. N'oubliez pas, hein, une option, c'est... là, on va aller regarder. On va prendre l'option à 10 centimes, 4160. Hop, option overview. Hop, vous avez le graphique sur l'option. Vous voyez, elle était à 10 centimes, là. C'est notre option, là. Hein. D'accord? Voilà. Quand elle a été émise, elle était là. Elle est descendue, elle a perdu de la valeur, parce que sa valeur temps, c'est aujourd'hui. Donc voilà. Ici, vous l'achetez là, et vous pouvez mettre un bid. Tac, par exemple, au lieu de le mettre à 0,10 centimes, vous mettez votre bid à 0,15, par exemple. Et vous faites déclencher à 0,15. Et sur votre TT plateforme, en fait, en profondeur de marché, vous cliquez là où vous voulez. Bon. N'oubliez pas, l'option, elle vous confère 2 possibilités. Soit l'exercice, pour être livré du sous-jacent, soit, quand vous êtes long, hein, soit vous la revendez. D'accord? Et l'option, vous pouvez la revendre quand elle est in the money, at the money ou out of the money. C'est-à-dire que vous ne voulez pas rester plus longtemps. Vous dites, ouais, c'est bon, il y a une news qui est sortie, mon S&P ne montera jamais, ben je sors. Vous récupérez peut-être pas les 10 centimes, vous allez peut-être récupérer 8 centimes. Vous perdrez 2 centimes. D'accord? N'oubliez pas, hein, vraiment, l'option, c'est un produit qui s'échange. Donc, par exemple, tu fais ta... Excuse-moi, Fabienne, 2 secondes. Hein. Par exemple, on prend l'exemple du gaz, parce qu'on avait parlé du gaz. Ouais. Si on fait le Mariput de la semaine dernière, imagine, tu fais le Mariput maintenant. Le gaz s'envole d'un coup. Ok? Il prend un 30 centimes. Toi, ton option, elle a encore de la valeur. Elle perd un peu parce que l'option, le sous-jacent est monté. Et là, comme c'était une protection, elle perd de la valeur. Mais tu peux la libérer. Tu la libères. Tu la revends. Tu vois ce que je veux dire? Et tu récupères une partie de l'argent dessus. Et si tu fais avec le call, tu achètes un call. Admettons, tu te dis, bon, allez, je vais juste acheter un call pour aujourd'hui ou pour une semaine sur le gaz parce que, admettons, je sais pas moi, tu as la Russie qui a fermé le gaz vers l'Europe. D'accord? Ben, tu achètes ton call, la Russie, le gaz monte, tu peux revendre ton call gagnant ou exercer ton droit sur le call. D'accord? C'est les 2 facultés que tu as. Mais si, admettons, bon, finalement, ils le réouvrent parce qu'ils se sont entendus. J'allais sortir une connerie, mais bon, j'aime bien sortir des blagues, mais bon, bref. Imaginons, mais finalement, ils réouvrent et ils disent que c'était qu'une fuite. Ben, toi, ce que tu fais, tu te dis, bon, ça vaut pas la peine de garder mon call, je le revends. Et il a encore de la valeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. N'oubliez pas, ça s'échange. Hein. Les options s'échangent sur le marché. Donc, vous avez toujours la faculté d'en sortir. Hein. Ça, gardez toujours ça en tête, et c'est important,
Parce que pour gérer votre risque, c'est toujours intéressant en fait. Une option peut toujours avoir de la valeur. Admettons, dans le cas du gaz, par exemple, si tu prends ta position maintenant, le gaz a spiké d'un coup de 50 centimes, parce que le gaz, il est capable de faire ce genre de mouvement. Derrière ton put, il a toujours de la valeur. Donc toi, tu sais que tu as gagné sur le spot, sur le gaz, tu vas encaisser ton spot et tu vends ton option et tu vas récupérer le résiduel. Et ce ne sera pas un petit résiduel. Si tu l'as pris aujourd'hui et que tu as un mois de valeur temps, tu as quand même la valeur temps à ton avantage. Ouais, ok. Ouais, donc les valeurs, comme tu disais, à la journée, c'est là où le plus gros risque de perte de capital, tu l'as, quoi. Exactement. C'est ce qui se passe sur le marché action en ce moment. Tu as un risque de perte en capital. Tu as le risque de perdre ta prime. Voilà. Tu as vraiment un gros risque de perdre ta prime à partir du moment où tu es à la journée, parce que l'échéance temps, c'est ce soir. Tu vois. Donc, il faut vraiment être sûr de son coup, hein. C'est tout. Non, tu sais, honnêtement, la majorité des investisseurs qui le font en ce moment, ils ne sont pas sûrs de leur coup. Hein. Ah, c'est le casino alors. Ouais, et voilà, tu as tout résumé. Pourquoi je parle de casino en ce moment? C'est parce que c'est ce qui se passe. Hein. Voilà. Et c'est ce qui dérègle les marchés concrètement en ce moment. Ah ouais. Parce que si tu regardes la liquidité concrète, c'est-à-dire les gens qui achètent le sous-jacent, d'accord? Si tu prends le S&P par exemple, la liquidité du S&P depuis un an, elle fait que tomber. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de smart money et de gérants qui achètent le S&P, d'accord, tous les jours. Il reste cash la majorité des gérants. En revanche, tu vois le S&P qui remonte à cause de ça, à cause des options. Parce que là, il y a une meute d'acheteurs sur les options call, elle est juste monstrueuse. Et il y a un delta monstrueux entre la réalité de la liquidité versus le cours au marché. Si là, par exemple, il y en a un gérant qui s'amuse à mettre un gros short en futur sur le S&P, je te garantis qu'il va y avoir de la casse. Il va tomber tout droit à 3300. C'est marrant parce que regarde, là, on voit quand même, il y a pas mal de volume pour le moment là. Mais c'est ça, mais en fait, c'est la même logique que GameStop. Exactement. GameStop, qu'est-ce qui s'est passé? GameStop, tu avais les vendeurs à découvert professionnels, d'accord? Donc, les vendeurs à découvert professionnels, techniquement, les stratégies qu'ils utilisaient, c'est achat de put et généralement en stratégie, puisque j'ai l'habitude, c'est short call, long put sur GameStop, d'accord? Ils étaient positionnés comme ça, les professionnels. Et tu as les amateurs qui se sont dit, OK, on a les gars de Melvin Capital notamment, qui sont short sur GameStop. Si on est assez nombreux, puisqu'on représente une grosse communauté sur Wall Street Bet, ils étaient 16 millions, hein, et ils se sont dit, OK, si on achète tous cette action, ça va forcer Melvin Capital à couvrir ses positions short. Et pour les couvrir, ils sont obligés d'acheter. Le call. Donc ça monte. Non, ils n'ont même pas acheté des calls, ils ont déjà racheter l'action physiquement, si tu veux. Ah oui, d'accord. Donc déjà, les investisseurs, 16 millions d'acheteurs, c'est énorme. Hein, 16 millions d'acheteurs avec des pouvoirs d'achat différents les uns des autres, mais qui constituent quand même une masse en milliards, qui se mettent à acheter une action, mais ça tire les prix vers le haut. Et le mouvement de short squeeze, parce que je vous parlais dans le télégramme du short squeeze, c'est quand le vendeur à découvert est obligé de couvrir sa position. Voilà, donc il va racheter l'action. Et quand le vendeur à découvert se met à couvrir son action, sa position, ça a créé un mouvement d'accélération, donc le short squeeze. Et c'est ce qui s'est passé sur GameStop. Par contre, dans le cadre de GameStop, si tu observes bien ce que je viens d'expliquer, ils n'ont pas acheté des calls. Ils ont acheté l'action. Ils ont acheté l'action. Exactement, tu vois. Par contre, ce qui se passe en ce moment sur le S&P, le Nasdaq et les grosses capitalisations, comment ça s'appelle, Tesla et compagnie. Tesla, Google et compagnie. Ouais, voilà, les grosses caps là, c'est ça qui se passe. Hein. C'est dès qu'elles tombent, poum, les mecs, ils achètent des calls à une journée, 2 journées, une semaine, quoi, max. Et comme des dingues. Hein. En même temps, c'est pas con. Hein. Mais bien sûr que c'est pas con. C'est une stratégie. N'oubliez pas, dans le trading, il n'y a rien qui est con. Hein. Il y a des stratégies, des évaluations de risque. C'est vous qui prenez les décisions. Si votre pari, vous considérez qu'il peut être con parce que l'industrie ne fait pas le même pari que vous, bah, si vous avez raison, vous êtes gagnant. Hein. C'est une histoire de gestion du risque après. Si vous avez tort, vous avez tort. Mais si vous avez raison, ben voilà. Il n'y a pas de pari con en fait hein, dans le trading. Hein. Ça vraiment, il n'y a pas. D'accord. Des fois, vous allez voir, vous allez faire des paris en contre-tendance. Vous n'allez pas faire bouger la meute, d'accord, mais parce que vous allez anticiper un mouvement de retournement pour X, Y raison. D'accord. Des fois, quand vous faites par exemple votre trading sur de l'analyse graphique, vous voyez une mèche, vous dites OK, on va peut-être avoir un retournement. Le marché est parti pour rien. Je vais jouer la technique ICT de Davy là, dont tu nous parlais. Là. Ben, typiquement, c'est ce que tu fais en fait, tu vois, en cherchant des postes de liquidité. En termes de théorie, c'est une technique. Si on reste sur de la théorie pure, c'est une technique à la con.
Mais si on reste sur du trading, c'est une très bonne technique. Ouais. Et après, quand je vous parle des niveaux gamma, niveaux delta, etc., des fois dans le Telegram, c'est que les brokers, les prime brokers notamment, les banques qui vendent ces options à leurs clients, eux, ils se protègent, d'accord? Parce qu'eux, ils vendent les calls aux clients, mais derrière, il faut qu'ils se couvrent si jamais le marché part vraiment contre eux, d'accord? Et ce qu'ils font, c'est qu'ils déclenchent, eux, des ordres au marché dès que le marché atteint un certain niveau. Je te donne un exemple. Là, pour aujourd'hui, je sais que le niveau edge des dealers sur les S&P, il est à 4150, d'accord? C'est-à-dire que si le marché, à cause des calls d'une journée, va à 4150, ce qui va se passer, c'est que les dealers vont shorter au marché à 4150. D'accord. Ouais. D'accord? Donc là, ce n'est pas des niveaux graphiques comme vous le voyez, vous, avec les outils graphiques comme l'Ichimoku ou autres types d'outils. Là, c'est vraiment les niveaux des dealers professionnels. D'accord? Eux, ils sont obligés de market maker derrière, parce qu'autrement, c'est eux qui perdent de l'argent. Ah, donc, c'est un calcul de marge, quoi, pur et dur. Exactement. Ah ouais. Ouais, impressionnant. Ça vous plaît ou quoi? Ça vous plaît les options? Ouais. Ah, putain, ouais. Ouais, on a pas mal de choses sur les marchés en ce moment, mais beaucoup d'incertitudes en fait. Hein, comme si vous voulez, c'est un mois de blackout au niveau des banques centrales. Mois de blackout, ça veut dire qu'il n'y a pas de décision de taux à part le Japon ce mois-ci. Donc c'est pour ça que vous avez un marché qui est un peu au ralenti. Hein. Les réunions Ça des va banques se centrales, réveiller elles sont au début mois de mai. mai. Ouais. Ouais. Ça va se réveiller sur la dernière semaine d'avril parce que le marché va Ah. commencer vraiment à pricer. Logiquement, il devrait pricer la hausse de taux de la BCE, qui devrait être la plus importante des hausses de taux. Sur le yen japonais, gardez toujours des ordres en attente au cas où, parce que je soupçonne là-bas, je vous en ai parlé encore cette semaine sur Telegram, je soupçonne que la Banque centrale du Japon se dise, écoutez bien le raisonnement, vous avez vu, j'ai passé une news, c'est Bloomberg d'ailleurs qui a publié ça, une news comme quoi les assureurs japonais ont commencé à sortir des bons du trésor US parce qu'en équivalent change, ils perdent de l'argent. D'accord? Et ça commence à devenir lourd. Les assureurs japonais, c'est une masse énorme. Hein, d'accord? Et quand je dis assureurs, on va compter les fonds de pension, etc. aussi. D'accord? Donc, ils commencent à sortir des bons du trésor américains. Et en plus, on voit la demande sur les bons du trésor qui est en train de tomber, enfin, qui tombe depuis un moment, mais qui tombe particulièrement. Et donc, ça voudrait dire que les assureurs japonais, pour aller éviter le risque de change, se rapatrieraient vers les obligations domestiques, les obligations japonaises en l'occurrence, de leur propre pays. Et quand vous suivez ce raisonnement, vous dites, mais qu'est-ce que fait la Banque centrale du Japon en ce moment, et notamment depuis 2016? La Banque centrale du Japon, elle achète les obligations japonaises. D'accord? C'est ça le yield curve control. Donc, la Banque centrale du Japon pourrait très bien se dire, tiens, on a nos investisseurs institutionnels qui reviennent sur le marché domestique, on n'aurait peut-être plus besoin de le faire nous-mêmes. Ah oui. Attention, beaucoup pensent que ça ne sera fait qu'en fin d'année. Je maintiens, je pense que l'arrêt de l'ICC, c'est pour avant juin, je pense. Avant juin, le mois de mai, c'est le mois prochain. Il y a en plus l'adage, n'oubliez pas l'adage aussi. Sell in May and go away. Je ne sais pas si vous connaissiez cet adage. Non. Vendez en mai et partez loin. C'est un adage financier qui, historiquement, s'est toujours répété. D'accord? Ah, c'est marrant en mai et en octobre. Hein? Ouais, particulièrement le mai. Hein. Donc, si, regardez bien, hein, c'est mon raisonnement, si on a un marché qui se met à suivre le sell in May and go away, les institutionnels japonais qui rapatrient vers leur marché obligataire local, il y a de fortes chances que les Japonais profitent de l'occasion enfin la Banque centrale profite de l'occasion pour arrêter l'ICC. Et donc, si tous ces phénomènes se télescopent les uns les autres, on peut avoir un yen qui se renforce violemment. Parce que qui dit sell in May and go away, ça veut dire vente des actifs à risque, et notamment les marchés actions, pour un retour vers les valeurs refuges. La mécanique voudra que tout le monde se tourne vers les valeurs refuges. Le yen profite du statut de valeur refuge parce que dès qu'il y a risque, les investisseurs japonais rapatrient. Donc, vous allez avoir peut-être la possibilité d'un télescopage entre un rapatriement des institutionnels vers les bons marchés des bons du trésor japonais, un rapatriement dû au sell in May and go away, d'accord, un risque aversion, et une BOJ qui pourrait profiter de l'occasion.
Vous avez vu? Donc, ça fait pas mal de choses. Donc, des ordres en attente sur le yen à maintenir, quoi. Clairement, hein, je vous le dis. Hein, Donc, yen à l'achat alors. oui, c'est yen à l'achat, mais c'est pas au marché. Donc, mettez des ordres en attente, comme je vous avais montré déjà, sur des ordres stop. Là, typiquement, regardez, si on avait les options, là, ça serait intéressant d'acheter des puts à nu sur le yen. Enfin, pas sur le yen, mais sur les devises face au yen. Ou acheter des calls sur le yen directement. Parce que le yen, vous pouvez l'acheter en futur aussi. Hein. Vous pouvez aller prendre des contrats calls futurs sur le yen.